Alors, toujours dans le cadre du festival Noir Impérial, là, je reçois une avocate, Béatrice Zavaro, maître Béatrice Zavaro. Comment ça va? Bah, ça va bien. Et vous? Ça va, merci. Bah, c'est un plaisir de causer avec Partagez, vous. partagez. Exactement. Donc, comme j'ai dit, vous êtes avocate. Pourquoi avoir voulu faire cette fonction? Alors, si je peux me permettre, je suis pas avocate, je suis avocat. Ah, Parce que je préfère dire avocat qu'avocate. Dans l'exercice de mes fonctions, je suis avocat. Après, bien sûr, si on me voit dans la rue, je suis avocate. Mais dans l'exercice de mes fonctions, je suis avocat. Et pourquoi avoir choisi cette fonction? Parce que, en fait, j'ai entamé mon droit pour faire magistrat. Et je voulais passer l'école nationale de la magistrature. Et puis j'ai fait en cinquième année de droit, j'ai fait un stage à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Et là, je me suis dit que j'avais peut-être pas choisi le bon côté en fait, et que j'ai rencontré des gens qui m'ont un peu bousculé, qui ont un peu percuté mes idées reçues sur la détention et sur leur profil. Je me souviens d'un type avec qui j'étais en atelier d'ergonomie. Alors, j'étais pas en stage élève avocat, j'étais en stage surveillant, parce qu'on voulait pas ou infirmier d'ailleurs, on voulait pas que je sois reconnue comme avocat. Et j'étais à côté d'un type, un atelier d'ergothérapie. J'étais chapeautée par le service médico-psychologique régional, le SMPR de la détention. Et le type avait tué et violé deux autostoppeuses sur la route des Crêtes la route des Crêtes, c'est une petite route très sinueuse et très dangereuse d'ailleurs, entre Cassis et La Ciotat. C'est deux petits villages bord de mer dans la région marseillaise. Et donc il les avait violés, les avait tués, les avait reviolés derrière. Et il avait pas le profil quoi. C'est-à-dire qu'il avait un visage de poupon. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ça ne correspond pas à toutes les idées que tu as pu te faire sur les gens qui sont en détention. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. J'en ai vu un autre qui avait fait, lui, un parricide à la hache. Et tout ça m'a fait rentrer dans le bain directement. Et là, je me suis dit, non, pas magistrat, mais avocat. Et donc, j'ai dévié mes études et j'ai passé le barreau. Voilà, en et, longueur, les explications. et quels ont été vos modèles au niveau de l'avocature? Oh, il y en a plusieurs. Il y a Robert Badinter, parce que ça serait quand même, ça serait insolent de ne pas le nommer quand même, hein, Robert Badinter. Il y a Henri Leclerc. Et puis après, il y a des gens que j'ai côtoyés moi personnellement dans mon petit cursus en démarrant. J'ai nommé Henri Juramy, qui était un avocat au barreau de Marseille, qui était un homme qui avait peur de rien et qui affrontait tout. Et j'avais en modèle femme, j'avais Sophie Beauté, avec qui j'ai travaillé sur l'affaire Elf Christine de Viejoncourt sur l'année 2000 et 2001. Je venais de perdre mon père et là j'ai pensé à lui très fort et je me suis dit qu'il m'aurait dit vas-y ma chérie fonce, n'hésite pas une seconde, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Les modèles inspirants c'était eux, principalement. Et on vous a nationalement connu avec l'affaire des viols de Mazan. C'est Mm. là où. Euh, Pourquoi Dominique Pellicot vous choisissez-vous? Il me choisit moi parce que il me choisit. Il y a Radio Baumette, Radio Prison, parce que Radio Baumette, comme Radio Autre Prison, c'est-à-dire que dans la matière pénale, les désignations c'est plutôt le fruit d'un bouche à oreille, plutôt que le fruit d'une réputation, plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas de publicité directe, hein. À l'époque, les avocats avaient une interdiction absolue de faire une publicité directe. Et donc, il est en cours de promenade, il est à la recherche d'un nouveau défenseur parce qu'il en a une qu'il avait assistée en novembre 2020 dans le cadre de l'affaire principale, hein. Et il veut en changer. Et donc, il y a un jeune homme qui est à côté de lui dans la cour de promenade et qui lui dit moi, j'ai Mezzavaro, écris-lui et puis tu verras bien ce que ça donne. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés de façon euh, très normale, je dirais, dans un moment où Pellico n'est pas Pellico. Donc c'est un homme qui me désigne et que je vais rencontrer à la maison d'arrêt en mars 21. Et quand en fait il vous envoie ce courrier-là, vous n'avez pas encore le contexte de ce qui va se passer après. Vous savez, vous connaissez pas cette affaire-là.
Ah, pas du tout. Ok. Personne ne la connaîtra d'ailleurs jusqu'en septembre 2024. Je crois que c'est la seule affaire qui va rester à l'abri de toute la presse, de tout le bruitage que Daval ou Jubilard a pu connaître dans l'instruction. L'affaire Pellico et l'instruction Pellico, elle reste vraiment à l'abri de tout. Donc moi, je rencontre cet homme. La seule chose que je sais quand je le rencontre, c'est que j'ai obtenu, de la part du juge d'instruction, j'ai obtenu le permis de communiquer. C'est le document que le juge accorde à l'avocat pour aller rencontrer le client en détention. Et sur le permis de communiquer, il y a la prévention. Donc ça peut être un homicide, ça peut être un assassinat, ça peut être un vol à main armée, ça peut être une agression sexuelle. Et là, en l'occurrence, c'était viol aggravé, administration de substances, voilà. Enfin, il y avait toute une série de préventions. Au moment où je reçois le permis, j'ignore totalement que c'est sur son épouse. Je ne sais que la prévention et la lourdeur de la prévention. Mais je ne sais rien d'autre. Et comment vous le rencontrez pour la première fois? Les échanges se passent bien, il vous convainc de le défendre? Convainc, je ne sais pas. En tout cas, il me dit il me pose la question. Il m'expose d'abord les faits pour lesquels il est incarcéré et mis en examen. Et puis, il me dit effectivement, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez pas? Et comme je dis, j'ai pas mis beaucoup de temps à réfléchir et à me dire. J'étais vraiment, avec cette affaire-là, j'étais vraiment au cœur de ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Voilà. Donc, ça aurait été vraiment, d'abord, ça n'aurait pas été respectueux de refuser. Et ensuite, je trouvais que c'était quand même une très belle opportunité professionnelle d'arriver dans un dossier qui était lourd en lui-même, une prévention lourde, mais c'était aussi ça, et ça représentait un peu la raison pour laquelle j'ai voulu faire du droit pénal. Et comment on prépare ce genre de procès? Alors, d'abord, avant de préparer un procès, on prépare une instruction. C'est-à-dire qu'on a, en l'occurrence, moi je l'ai connu en mars 21, et le procès est clôturé en juin 23, puisque l'ordonnance de mise en accusation est de juin 23. Et on sait que le procès va avoir lieu en 24, puisque normalement il y a une année qui sépare le document final, l'ordonnance de mise en accusation, jusqu'au procès lui-même. En l'occurrence, il y a eu un arrêt de prolongation de détention parce que justement il y avait tout qui arrivait là en 2024, il y avait les Jeux Olympiques, il y avait pas mal de mobilisations policières, donc c'était pas possible de gérer un tel dossier avec une telle ampleur au même moment que par exemple des Jeux Olympiques. Donc fatalement ça a été différent en septembre 24 et il fallait que les mandats de dépôt soient prolongés de façon exceptionnelle, ce qui a été le cas. On prépare ce procès en y pensant un peu jour et nuit, quoi. C'est un dossier qui prend beaucoup, beaucoup de temps, mais qui prend aussi de vos nuits, de vos jours, des jours fériés, des week-ends, des vacances. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais une idée qui me traversait l'esprit, j'arrêtais tout et je la notais immédiatement pour ne pas perdre. Chaque fois que j'avais une phrase qui me venait, pareil, je prenais mon bloc-notes du téléphone et je notais immédiatement tout ce qui me venait, qu'il fallait absolument que je retienne, parce que je savais qu'il y avait un mot là que j'avais choisi qui pouvait être le bon et qui pouvait peut-être un peu résonner. Donc voilà. On le prépare déjà en épluchant tout, en imprimant tout, parce que moi je ne suis pas de la jeune génération, je suis plutôt de la vieille, donc j'arrive pas à la barre avec un ordinateur, mais avec un papier et un stylo. Donc j'ai pris la décision d'imprimer les 60 000 feuillets, de tout trier et de tout lire de la première côte, ce qu'on appelle la côte, à la dernière côte. Voilà. Et on fait pas ça le week-end pour le lundi, hein, donc on fait ça des mois et des mois en avance, fatalement. Et est-ce que vous avez eu une crainte, une peur par rapport à ce dossier? Aucune. Rien? Non, je crois même qu'il y a des journalistes qui ont dû considérer que j'étais une extraterrestre parce que eux, ils savaient que c'était le dossier de la rentrée 2024, que la rentrée judiciaire attendait. Et moi, je considérais que c'était un dossier comme un autre. Donc, j'avais pas de crainte particulière. Et puis, j'ai pas travaillé ce dossier avec la pression. J'ai travaillé ce dossier normalement, comme on travaille un dossier classiquement. Je me suis pas dit... la seule chose que je me suis dite, c'est j'ai 40 confrères qui vont être face à moi et qui vont pas me louper, donc il faut pas que je me loupe, quoi. Voilà. Et même quand vous dites pas de pression de l'opinion publique aussi par rapport à une telle affaire?
Non, j'avais un petit échantillon quand j'ai annoncé autour de moi que j'allais défendre un type qui avait sédaté sa femme et qui l'avait offerte à des hommes. Donc fatalement, les yeux s'écarquillent. Comment tu vas défendre ça? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Enfin, des choses comme ça. J'ai eu aussi à l'occasion de l'instruction un interlocuteur, sans dire le nom bien sûr, hein, à qui j'expose le fait qu'il va bientôt avoir lieu en septembre 24. Et là, je tombe des nues parce que mon interlocuteur est quelqu'un de sensé, voire même intelligent, et qui me dit, mais pour des types comme ça, je ne fais pas de procès, moi je prononce de suite la peine de mort. Enfin, je veux dire, là, je suis restée un petit peu surprise d'une telle rigidité, quoi. Mais si on se remet dans le contexte de ce procès-là, comme vous l'avez dit, c'est un homme qui a sédaté sa femme pour l'offrir à d'autres hommes. Quel est l'objectif pour vous à ce moment-là? Parce que je pense que vous savez dans votre conviction qu'il va prendre sûrement le maximum. En tout cas, c'est ce qui sera requis. Ben, en tout cas, même si je ne le sais pas, il y a des belles âmes qui me disent t'attends à rien, quoi. Donc C'est voilà. ça. C'est Mais tellement. quel est l'objectif pour vous, en fait, à ce moment-là? C'est l'explication. D'accord. Comme je dis souvent, je n'explique pas, je justifie pas, j'explique. Pour moi, dans justification, l'étymologie de justification, c'est il y a juste. Donc, ça laisserait entendre que je veuille me faire pardonner de quelque chose. Je ne suis pas sur ce scénario-là. Je suis sur l'explication du passage à l'acte. Pour dire, Pellico, c'est ça, c'est le fruit de ses traumas, et j'explique les raisons pour lesquelles on en arrive là. Je ne justifie pas. Mais c'est vrai que là vous dites quelque chose d'intéressant, je vais rebondir là-dessus, par rapport à ces traumas, parce que ça n'a pas forcément été expliqué, ça. Vous, dans votre livre, vous le dites. Parce que moi, j'ai appris justement ce qu'il avait vécu en étant jeune. Donc le fait d'avoir eu, en fait, que sa maman ait eu deux enfants d'un père, et qu'elle a eu deux enfants du frère, et qu'ils ont vécu dans ce contexte, donc avec des frères qui sont, enfin des demi-frères qui sont aussi des cousins, Tout à fait. et aussi d'avoir vécu dans un endroit clos avec une Qui espèce était de une gourou, ancienne avec des délinquants là, qui cherchaient à réinsérer. c'est ça. Et Mhm. dans votre livre, vous dites que il y a un dédoublement de personnalité. Vous faites écho à l'affaire Dino Scala pour Mhm. expliquer que, en gros, qu'il était content qu'on l'arrête parce qu'il n'arrivait pas à calmer ses pulsions-là. Mhm. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais pourquoi justement on n'a pas forcément dit que Dominique Pellico avait vécu ça? Parce que ça ne justifie pas ce qu'il a fait, ou expliquer, parce que vous n'avez pas le mot justifier, mais c'est quand même important de pouvoir dire qu'il a vécu dans un contexte quand même difficile. Ça a été dit à l'audience, hein. Oui, mais pas. Vous savez, non, publiquement, des fois, on doit dire, voilà, ce qu'il a vécu. Moi, je le savais pas, en fait. À l'audience, ça a été dit, mais publiquement, les gens, je pense que les gens ne sont pas au courant, forcément. Non, mais moi, ma mission et mon message que je voulais passer, c'était de dire je défends un homme, je ne défends pas l'acte. Donc, je défends un homme qui a commis quelque chose de monstrueux. Et j'explique les raisons pour lesquelles cet homme est passé à l'acte. Et j'explique les traumatismes. Alors peut-être qu'effectivement la presse ne l'a pas relayé parce que c'est peut-être pas intéressant de le relayer, qu'on soit clair, hein, mais pour autant, moi, mon propos a toujours été très clair, c'est-à-dire il y avait 3 traumatismes dans son parcours de vie et desquels il ne s'est pas relevé et desquels je dirais que Madame Pellico a voulu peut-être, a voulu la réconcilier avec son passé sans le guérir de son passé. C'est ce qui a créé justement le passage à l'acte sur des faits générateurs. Mais ça s'est dit, il y avait les experts psychiatres, les experts psychologues, l'enquêteur de personnalité. Ces gens-là sont venus à la barre pour parler de Dominique Pellico. Alors certes, en tout début de procès, parce que c'était en septembre 24 que c'est la première situation qui a été exposée, donc après il y a eu le flot de tous les autres accusés. Mais n'empêche que oui, ça a été dit. Parce que moi, je l'ai appris avec votre livre. Je D'accord. avoue que je l'ai appris et je me suis dit, ah bah, c'est des choses qu'il fallait quand même souligner. Parce que, effectivement, vous dites par rapport à la presse, en fait, il dépeigne un monstre sans dire que voilà, il a vécu ces choses-là. C'est juste voilà ce qu'il a fait. Et, on met en pâture, mais il a quand même vécu des choses quand même dramatiques dans sa vie. Oui, Mais- moi je voulais préciser que c'était ça. Sinon, il n'y a pas de défense. Et encore, oui, il n'y a pas de défense. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je reste assise au motif que Dominique Pellico a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Je reste assise pendant 3 mois et demi et je ne pose pas de questions et j'attends patiemment que l'accusation fasse son job. C'était pas ça. Je voulais absolument dire, voilà, vous avez affaire à un homme qui est le fruit de ses traumas, les traumas étant le viol qu'il a subi, le viol auquel on veut le faire participer et ce qu'il voit dans les scènes parentales violentes du père sur la mère. Mm, mm, mm.
Et il y a aussi dans votre livre, vous parlez d'un moment où vous voyez Gisèle Pelicot, vous lui serrez la main et ça n'a pas été forcément bien perçu. Pourquoi? Parce que dans le schéma d'un dossier pénal classique, la partie civile, c'est l'adversaire de la défense, fatalement. Et moi, j'ai toujours précisé que Gisèle Pelicot n'était pas mon adversaire, que c'est pas elle qui force la porte d'un commissariat pour venir dire que son mari l'a violée ou qu'elle a été violée par X, Y ou Z. Donc Gisèle Pelicot, on lui apprend son statut de femme violée ce 2 novembre 2020 quand elle va déposer à côté de son mari, parce qu'en fait la vie de couple, elle s'arrête ce 2 novembre 2020 dans dans l'entrée du commissariat de Carpentras. Madame, elle est amenée par un monsieur qui va l'auditionner et elle pense que ça concerne les faits de septembre 2020. Et monsieur Pelicot, il part de l'autre côté, il est placé en garde à vue et donc la vie de couple s'arrête là. Mais c'est pas mon adversaire. Elle dit rien, Madame Pelicot, concernant Dominique. On lui apprend son statut de femme violée. Donc effectivement, moi, et puis ça fait partie de mon ADN, c'est-à-dire même si on va se battre dans une cour d'assises, indépendamment du contexte Pelicot, même si on va se battre dans une cour d'assises, ça n'empêche pas la courtoisie, la politesse. Et on peut venir se serrer la main en disant, ben voilà, je vais être votre contradicteur. Vous n'êtes pas mon adversaire. Ça a été mal perçu. Pourquoi? Parce que il y avait quand même 50 bonhommes dans la salle qui, eux, contestaient absolument la thèse de l'un, la thèse de l'autre. Et ils n'ont pas compris qu'on puisse se serrer la main. En tout cas, que je fasse moi la démarche d'aller lui serrer la main. J'ai entendu des mots très forts par rapport à cette poignée de main. J'ai entendu dans la bouche de certains la collusion défense-partie civile, ce qui est assez moche en soi. Il n'y avait pas de collusion, il y avait juste l'objectivité de la situation. Voilà. Je veux dire, et puis aujourd'hui, je crois que Gisèle Pelicot, dans son livre, elle me donne un peu raison, dans le sens où elle dit, moi je veux garder au souvenir les 50 ans de vie commune, et pas forcément ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Non, c'était intéressant. Et justement, au niveau de la cofraternité, Vaste sujet. parce que vous en parlez dans votre livre, c'est-à-dire qu'au début vous êtes enthousiaste et vous voyez des choses un peu bizarres qui se passent. Donc vous êtes sur un groupe WhatsApp, on vous supprime d'un groupe, vous l'apprenez par hasard ou je ne sais pas si c'est du hasard, mais en tout cas vous l'apprenez. Et vous voyez des comportements un peu bizarres des avocats des co-accusés, comme s'ils voulaient vous ostraciser. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Ah, complètement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au début du procès, il y a tous les soucis médicaux de Dominique Pelicot. Donc il s'agit de communiquer entre nous parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain si l'audience va se tenir, pas se tenir, etc. Et donc il faut que la communication passe. Donc il y en a un ou une, je crois, qui décide de faire un groupe WhatsApp et d'intégrer dans ce groupe l'ensemble des avocats de la défense. Et en ce, moi compris. Et je commence à lire les échanges dans ce groupe. Et à un moment donné, je me suis dit, il y en a bien un qui va réaliser que je suis dans le groupe quand même. Et donc, je lis des choses qui font que je ne peux pas répondre, parce que d'un coup, je me dis, ils sont bêtes, alors je vais les prendre à leur propre piège, et puis je vais attendre patiemment de voir ce qu'ils vont écrire encore plus. Et puis d'un coup, il y a quand même peut-être un qui est plus intelligent que les autres, et qui se dit, mais je crois qu'il y a Zavaro dans le groupe, donc on va en créer un nouveau. Et donc, un jour, je suis à l'audience, mon téléphone est posé à côté de moi comme tous les jours, et puis je les vois tous sur leur téléphone portable. Et à un moment donné, je vois que ça s'agite vraiment, et puis je regarde mon téléphone et je regarde le groupe. Et là, j'ai aucune activité sur mon groupe. Là, je me dis, bon, c'est bon, j'ai compris. Enfin, ils ont compris qu'il fallait, voilà, que j'avais compris, et il fallait absolument qu'ils en créent un deuxième. Donc, ils en ont créé un deuxième. Et vous étiez dedans là cette fois-ci? Dans le deuxième? Oui. Ah, pas du tout. J'étais le premier, c'est celui où j'étais, et quand ils ont compris qu'il fallait plus qu'ils parlent sur le premier, ils ont créé le deuxième. Mais justement, quand vous voyez ce type de comportement, vous croyez encore à la cofraternité quand vous voyez ce type de comportement-là? Je me dis que c'est le jeu. Sur l'instant, je me dis que c'est le jeu de l'audience. Fatalement, je ne peux pas être leurs amis, puisqu'on défend des hommes dont les thèses s'affrontent complètement. Donc on ne peut pas partager. C'est ça en fait tout le bouleversement de ce dossier. C'est qu'on est du même côté de la barre, on partage tous les bancs de la défense, mais dans cette défense, il y a plusieurs groupes. Alors je fais un seul groupe à moi toute seule, et puis à côté, il y a deux autres groupes qui se partagent certaines thèses. Donc
Je ne peux pas parler de confraternité, mais je me dis aussi que c'est le jeu du procès pénal. Et euh, donc, vous battez pour votre client et donc, excusez-moi, j'ai essayé de Je vous en prie. vous battez pour votre client, donc il y a ce problème de confraternité. Et donc au niveau de la plaidoirie, comme vous disiez, l'objectif c'était d'humaniser votre client. Est-ce que vous pensez avoir réussi? Alors, si mon objectif c'était de récupérer une année ou deux sur le verdict, je me suis complètement plantée, on est clair, puisque 20 ans demandés, 20 ans pris. Si maintenant on est sur un plan purement humain, je crois quand même que j'ai réussi ma mission parce que je croise aujourd'hui des gens qui me disent bah, vous avez raison, Maître Zavaro, tout le monde a le droit d'être défendu. Et votre client avait le droit d'être défendu. Donc ça, c'est une première mission réussie, je pense. Le deuxième volet de ma mission, c'était de l'humaniser, vous l'avez dit, et j'ai l'impression, mais alors ça ne m'appartient complètement, j'ai l'impression en fait que dans le lot, il a été sensiblement peut-être le moins détesté de tous. C'est-à-dire que c'est un homme qui certes a organisé les choses, mais en même temps c'est un homme qui est arrivé qui a dit j'ai fait, j'assume, et voilà. Et j'ai pas à discuter de ce que j'ai fait dans le sens où j'ai pas à venir contrecarrer la nature des faits, j'ai pas à contredire ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait le passage à l'acte, il est là. J'ai fait quelque chose de monstrueux et je vais prendre condamnation pour ça. Et en ce sens, dans le lot de tous les hommes, c'est quand même le seul qui a eu ce propos très clair. Oui. Il faut dire que le procès il a duré 69 jours donc, de votre vie professionnelle. Comment on ressort de tout ça? On ressort vidé d'abord, exténué. Pour ma part, avec 4 kilos en moins, avec quelques centimètres de perdu parce que dans le cours de l'instruction, j'avais eu des fractures de vertèbres avec le port d'un corset pendant 10 mois et mon dos m'a admirablement bien soutenu pendant 3 mois et demi. Et puis le soir du verdict, j'ai senti une petite douleur dans le dos comme s'il était en train de me dire j'ai été ton meilleur ami pendant 3 mois et demi, maintenant tu vas repenser à moi. Donc vraiment, hein, je schématise pas, je caricature pas, mais c'était vraiment ça. On ressort de là un peu vidé, mais on ressort aussi avec la satisfaction de se dire qu'on a relevé le défi de cette défense solo d'un homme contre tous, parce que c'était aussi un peu notre mantra avec Dominique Pellicot, puisque un jour je lui avais dit il faudrait peut-être qu'on soit 2 à 3 dans votre défense. Il m'avait dit on va rester toutes les deux. Et j'ai dit bah alors vous et moi contre le monde entier. Cette phrase vous la connaissez, mais je veux dire fatalement, mais c'est de là qu'elle est née cette phrase. Bah ouais, donc si vous voulez que je reste seule, ça sera vous et moi contre le monde entier. Il m'a dit bah oui, je pense que ça va être ça. Et chaque avocat pénaliste rêverait d'avoir l'affaire, comme on dit. Là, vous avez votre affaire. Cette fois-là, vous pouvez considérer ça comme ça? Ouais, il y a même une consoeur qui l'a formalisé et qui m'a dit, la verbalise et qui m'a dit je crois que tu as eu le dossier dont on rêve tous quand même. Donc oui, bien sûr, évidemment. Non, mais c'est ça, parce que vous avez une notoriété après ça. Je ne sais pas si j'appelle ça une notoriété, mais en tout cas, ouais, je sors de l'anonymat. C'est-à-dire que c'est rigolo parce que le procès se termine, je vais vous donner 2 anecdotes, mais le procès se termine le 19 décembre 24 au soir, donc on est à 5 jours de Noël. D'habitude, Noël, c'est chez moi. Cette année, j'ai dit à la famille, les gars, vous êtes bien gentils, mais ça ne sera pas à la maison. Et puis, le 24 au matin, je n'ai pas fait un cadeau, et donc je descends avec mon mari en ville, qui a été un grand allié aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Et puis, on est dans la rue, et il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent ah, vous êtes l'avocat, etc. Et c'est là où je commence à voir je commence à palper de façon très concrète l'impact que ça a eu, quoi. C'est-à-dire que les gens vous reconnaissent. Alors, peut-être qu'ils reconnaissent les lunettes rouges aussi. Alors, depuis, je vois vachement de lunettes rouges. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai lancé la mode, mais en tout cas, je vois beaucoup de lunettes rouges
depuis le procès, mais bon, trêve de bêtises. Ouais, non, bien sûr, on sort un peu de l'anonyme, oui. Et on peut pas enfin, est-ce que ça vous plaît si on vous résume à l'avocat de Dominique Pellicot? Ça va pas me plaire ou à me déplaire, c'est une réalité. Je suis l'avocat de Dominique Pellicot. Oui, maintenant les gens me connaissent par le fait que je suis l'avocat de Dominique Pellicot. Comme Sophie Beauté, on l'a reconnue parce qu'elle a été l'avocat de Christine de Viejoncourt. Mais qu'on vous réduise qu'à ça? Oui, mais je suis pas que ça. Oui, Puisque je oui. continue mes dossiers sur autre chose. Enfin, je veux dire, je continue le combat avec Dominique Pellicot sur Nanterre, sur le Paul Colcase. Mais je ne suis pas que ça. J'ai une clientèle qui me demande de l'aider et je l'aide. Donc, je ne renonce pas aux autres dossiers. Et ce dossier-là, il vous a aidé à après d'avoir des autres affaires, ça vous a boosté? Oui, je pense, mais paradoxalement, le standard n'a pas explosé en janvier 2025. Hein. Ni en janvier, ni février, ni mars. Je vais dire, j'ai senti un petit virage s'amorcer à partir de l'été 25 et plus vraisemblablement à partir de septembre 25. Et là, j'ai reçu des désignations d'hommes mis en cause dans des affaires de viol, mais j'ai reçu aussi des demandes de désignation pour des victimes de viol. Et j'ai 2 ou 3 femmes qui m'ont appelée en me disant voilà, je suis victime. Alors, je comprends qu'on vient vers moi par l'affaire Pellicot, ok, et là je dis attention, je n'étais pas l'avocat de madame, quoi. Enfin, qu'on soit clair, quoi. Et on me répond non, non, on sait, vous étiez l'avocat de monsieur, mais j'aimerais que vous m'assistiez dans mon combat. Voilà. Et est-ce que vous avez reçu des menaces aussi par rapport au fait de défendre Dominique Pellicot? J'ai reçu des leçons de morale. Vous êtes une femme, comment pouvez-vous? Voilà. Beaucoup, beaucoup de leçons de morale. J'ai gardé d'ailleurs en archive des messages audio que j'ai reçus sur mon portable parce que mon portable est sur Google, donc voilà, j'ai pas de ligne fixe, donc j'ai que mon portable. Et donc j'ai reçu, il y en a un qui m'a dit défendre, oui, mais alors avec une telle pugnacité, mais comment pouvez-vous? Alors il a fait tout un laïus que j'ai interrompu, je suis pas allée au bout du truc. Et puis ma secrétaire aussi, j'avais mon secrétariat qui était transféré, elle m'a laissé quelques messages sur l'agenda partagé en me disant tel numéro a commencé à vous insulter, j'ai raccroché parce que je ne trouvais pas utile de maintenir l'appel, c'est à quoi j'ai dit qu'elle avait tout à fait raison. Voilà, et après voilà. Il y a eu un épisode, mais bon, qui ne mérite pas d'attention particulière, mais autrement, beaucoup plutôt de leçons de morale. Et paradoxalement, après, beaucoup de messages bienveillants. Beaucoup de bienveillance. J'ai reçu vraiment... J'étais le 2 novembre 24, pendant le procès, j'ai fait un plateau solo de Affaires suivantes. Et le lendemain, je suis dans le train, je rentre de Paris avec Édouard, avec mon conjoint, et je reçois un mail. Et je reçois un mail d'une femme qui me dit je le fais jamais, mais là, pour le coup, je vais le faire. J'ai recherché vos coordonnées et j'avais le besoin de vous parler parce que je suis féministe, militante. Mais pour autant, je vous adresse un message d'admiration parce que vous avez été au top, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très touchant. Ouais, c'est beau. Ouais. Et dans votre livre, vous parlez de la notion de consentement. Est-ce que cette affaire Pellicot a fait basculer justement par rapport à la législation au niveau du consentement? Alors, la définition du consentement a changé depuis octobre 25. La définition du viol n'est plus la même que celle qui était en vigueur pendant le procès Pellicot. J'ai toujours dit, et je le dis encore, et je profite de votre micro pour le dire, c'est une vraie perte de temps et c'est une façon de se donner bonne conscience, mais ça n'apporte rien. C'était pas ça l'enseignement Pellicot. Pour moi, l'enseignement Pellicot, c'était de tenter de pouvoir parer les violences éducatives. C'était, je veux dire, dans cette salle, il y avait 50 bonhommes, le 51e étant en cavale. Donc il y avait 50 bonhommes, dont Pellicot. Il y avait 50 enfances cabossées, fracassées par le père absent, violent, maltraitant, abuseur sexuellement, parfois avec la complicité de la mère. Donc il y avait 50 similitudes de bonhommes qui étaient le fruit de violences parentales. Et ça, c'est un vrai sujet dont personne ne s'est emparé.
Alors oui, pendant presque un an, on a mobilisé des travaux parlementaires pour modifier la définition du consentement, mais ce n'était pas ça le sujet principal. C'était pas ça. Là, on a voulu se donner bonne conscience. On s'est dit, le dossier Pellico est passé, donc on va en tirer un enseignement. Parce que si la nouvelle définition du consentement avait été adoptée avant l'entrée des débats, les débats n'auraient pas changé d'un iota. Les questions du président ou de la Cour auraient été la même, les questions du parquet auraient été les mêmes. Je veux dire, il n'y avait pas de physionomie à changer. Donc je continue à dire qu'on a perdu du temps et qu'on s'est donné bonne conscience. Est-ce que vous le voyez encore, Dominique Picot, vous le voyez régulièrement? Oui, je le vois régulièrement et je l'entends au téléphone assez régulièrement aussi, puisqu'il a la cabine téléphonique et que je reste et demeure sa seule interlocutrice. Et puis le combat continue sur les affaires, les cold cases pour lesquelles il est mis en examen pour des faits de 91 et 99. Donc oui, je dois le voir prochainement et je l'ai encore eu au téléphone il y a 3 jours, donc oui, bien sûr. Et qu'est-ce que cette affaire vous a appris? Waouh. Qu'est-ce que cette affaire m'a appris, dans quel domaine? Comment vous en êtes ressorti par rapport à la nature humaine? Est-ce que ça vous a fait grandir vous aussi? Enfin, grandir, Non, alors la nature humaine, moi pardon, hein, mais ça fait 30 ans que j'exerce, donc je savais qu'elle pouvait être dévoyée. Donc ça m'a pas fait découvrir autre chose. Je crois que ce que les gens ont découvert, c'est par le procès Pellico, c'est le viol par surprise. C'est la chambre à coucher et le viol conjugal que tout le monde ignorait. Tout le monde pense qu'un viol, c'est un viol avec violence. Et là, c'était violent, hein, incontestablement, mais c'était le viol d'un mari sur sa femme, et ça, c'était une situation que les uns et les autres pouvaient méconnaître. Mais qu'est-ce que ce dossier m'a appris? Qu'est-ce qui m'a appris? Non, de la nature humaine, pas plus que ce que j'en savais déjà. De la justice, qu'elle sait rester indépendante, impartiale, et qu'elle n'était pas, comment dire, attentive à la vox populi qui, sur les remparts d'Avignon, réclamait 20 ans pour chacun. Voilà. Et elle m'a appris surtout qu'il faut continuer à travailler, qu'il n'y a que le travail dans un dossier pénal, il n'y a que le travail qui paye, quoi. Et qu'il faut arriver dans une salle d'audience avec un dossier dans la tête bien clair et avec les idées bien posées. Ça, oui. c'est important. Ah, Et votre amour pour votre métier? Ah, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. J'adore mon métier. Parce que vous dites que vous avez besoin d'indépendance, vous travaillez seul, vous ne pouvez pas travailler avec d'autres personnes. Non, je suis seule, oui. Je suis seule dans mon cabinet, j'ai pas de collaborateurs, j'ai pas d'associés. Je suis vraiment solo, aux grandes dames de mon mari et de mon fils, parce que je travaille souvent et beaucoup, mais j'aime ça. Je crois que pour faire ce métier, bon, au-delà du travail qu'il faut fournir, de la rigueur qu'il faut avoir, de l'organisation qu'il faut avoir aussi, parce que sinon on se perd, il faut aimer les gens. Moi, je crois que si je devais me définir, je pense que je suis assez altruiste et que j'aime les gens. J'aime parler avec les gens, j'aime l'autre. Voilà. Et si on n'aime pas l'autre, on ne fait pas ce métier. Surtout mais même, j'allais dire surtout dans la matière pénale, mais même dans une matière civile. Je dirais, à la base, votre travail, il part d'une relation avocat-client, il parle de quelqu'un, elle part, ou la relation de travail part d'un homme, d'une femme qui vient vous voir parce qu'il a un problème. Quel que soit son problème, il a un problème. Donc il faut être à l'écoute et il faut pouvoir le résoudre. Et il y a aussi, tout à l'heure, vous avez déjà parlé de reconnaissance. Vous avez eu de reconnaissance parce que vous êtes accueilli dans des écoles pour parler. Ah bah ouais. Autant j'ai été seule pendant 3 mois et demi, autant ça va faire bientôt 1 an et demi que je ne suis plus du tout, quoi, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de mes pairs sur comment mener cette défense solo, comment la travailler, comment résister à la pression médiatique, etc. Et puis j'ai effectivement les invitations auxquelles on participe, vous et moi aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres. Oui, je suis comblée de ce côté-là, parce que bien évidemment, il y a un vrai travail qui est reconnu, et ça me fait plaisir aussi de pouvoir. Dernièrement, fin avril, j'étais avec des jeunes étudiants qui ont voulu m'inviter à dîner et parler du métier d'avocat. J'étais contente de leur transmettre ce que je pouvais leur transmettre.
Ça fait toujours plaisir de pouvoir, on se sent un peu vieux, hein, certes, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir enseigner et transmettre ce qu'il y a à transmettre, oui. Oh, c'est intéressant. Et qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous-même? Qu'est-ce qui m'a appris sur moi-même? Mhm. Alors, eh ben, je dirais que quand j'ai démarré, comme je l'ai dit en tout début de notre échange, j'étais plutôt assez intransigeante. J'admettais pas l'infraction pénale, j'admettais pas le système carcéral. Ça, c'est quand je faisais mes études, hein, avant de faire mon stage au Beaumet. Quand j'ai fait mon stage au Beaumet, je me suis rendu compte que je me plantais complètement. J'avais surtout un père qui me disait reste 24 heures dans ta chambre et tu vas voir que la 25e, tu vas quand même péter un câble. Et je crois qu'il n'avait pas tout à fait tort. Et puis, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même que j'essaie de résister à la pression. J'essaie de rester droite, alignée et de faire mon métier du mieux que je puisse. Et comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Ça fait post-mortem, ça. Hein. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Une battante. J'aimerais qu'on dise de moi que j'étais une battante. Voilà. Et dernière question, quelles sont les qualités qu'il faut pour être une avocate, enfin un avocat solo dans un tel dossier? La détermination. Je veux dire, il fallait absolument, je l'ai dit souvent et je le répète, je refusais que la pression m'atteigne. Donc j'étais déterminée à mener ma défense et je voulais que rien ne me perturbe. Voilà. Donc ouais, j'étais déterminée. Et qu'est-ce que vous faites à côté pour dégager la pression, pour oublier tout ce qui est dossier? Qu'est-ce que vous faites à côté comme Alors, activité? j'avais quand même, pendant 3 mois et demi, ma bulle, c'était chez moi. C'est-à-dire qu'avec Édouard, on rentrait le vendredi soir. Et le week-end, c'était ce que j'appelle mon périmètre de sécurité. Personne ne rentrait dans mon périmètre de sécurité. C'est-à-dire que c'était 24 heures ou 30 heures pendant lesquelles je parlais de tout sauf de ça. Je voyais des amis ou pas, mais j'étais en intimité, dans ma bulle, et voilà, ça me ressourçait. Et après, j'ai oublié votre question. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité, enfin pour oublier ce genre J'ai l'opportunité de vivre dans un endroit de Marseille qui est assez sympa, donc un peu reculé du centre-ville. Donc ça peut être de la lecture, des balades, ou même simplement rester isolé, tranquille, à l'abri de tout bruit ou de tout, de tout bruit, enfin histoire de rester tranquille, quoi, tout simplement. Merci.